voudrais simplement vous lire à titre personnel un moment. Et mon épouse a la maladie d'Alzheimer depuis plus de 12 ans. Elle est à un stade avancé de la maladie, elle est en établissement, elle est grabataire depuis 4 ans, et je ne vous donnerai pas le détail de toutes les affections qui sont les siennes. Et quand on réfléchit sur l'expérience que l'on a, l'on reste dans l'incertitude, une incertitude à la fois philosophique, mais aussi une incertitude personnelle, parce que lorsque l'on est lorsque je suis face à mon épouse, je connais le régime de la présence-absence. Il y a des moments de présence, et puis plus rien. Comment comprendre cela? Alors je lis mon paragraphe. Aujourd'hui, Annie reposait confortablement dans son fauteuil, les mains croisées dans son giron, le corps immobile mais détendu, le visage ayant cette beauté simple qui est l'expression marquante d'une âme sereine. Elle attache sur moi son regard et elle me sourit. M'identifie-t-elle? Suis-je ce toi que j'ai été pour elle depuis si longtemps? Il n'importe. Moi-même, seraient-ce les marques de la maladie que je note sur elle? Il n'importe. Il n'y a que ce généreux bonheur d'âme, unique pour deux, qui ne se commande pas, mais où elle est, elle, et où moi, je suis, moi, comme au premier jour. Or, sans que les traits de son visage se modifient, voici qu'elle ferme les yeux, les rouvre, les ferme de nouveau, comme si elle se laissait aller à un assoupissement. Il n'importe. Sa beauté lui reste, et cette beauté est encore au fond de moi. Mais elle commence, les yeux fermés, de se lisser les lèvres, un geste compulsif que je lui connais bien et qui me désespère. Imperceptiblement, son visage, sans s'altérer, s'imprègne d'une immense lassitude, comme si elle portait à elle seule le poids de la vie universelle. Elle devient lointaine, je la perds. Et me voici de nouveau, personne individuelle, observateur cruel, fouillant ce visage pour y capter encore ce que j'ai perdu. Et la voici de nouveau, personne individuelle, et de cette individualité scandaleuse, parce qu'elle est typique, qui est celle de la maladie. Et je lutte contre la tentation de lire sur elle l'envahissement de la mort acceptée. On va débuter notre discussion. Je dis juste pour parenthèse, vous suivrez sur le site de l'Espace Éthique. Dans quelques mois, on va organiser une vraie rencontre. Là, c'est un petit peu un impromptu, parce que le livre, on a entendu parler de sa publication il y a une quinzaine de jours. Au dernier moment, c'est pour ça qu'on l'a mis tôt le matin, on s'est dit il faut absolument qu'on invite Michel Malherbe par rapport à ces questions. Donc on prolongera par une approche, une journée philosophique autour du livre. Jacques Ricot, par un concours de circonstances heureux, qui est le philosophe de la région, a été sur la scène, donc je ne pouvais pas lui dire de ne pas y rester. Et en plus, il a lu le livre. Pour les gens qui ne connaissent pas Jacques Ricot, c'est une personnalité importante qui s'est beaucoup investie, notamment sur la question des soins palliatifs, et qui a fait un certain nombre de livres de référence. Alors, on va commencer un entretien, sachant encore une fois qu'il sera assez bref, et que ça justifierait quasiment une journée complète, on l'aura, autour de ce livre qui est un livre paradoxal. C'est-à-dire que quand vous allez le lire, vous voyez à quel point Michel remet en cause un certain nombre de concepts, un certain nombre de repères que des professionnels ont pour vivre au quotidien avec des personnes qui éprouvent la réalité d'une maladie aussi intrusive, aussi envahissante et aussi péjorative par rapport aux valeurs d'humanité que vous développez. Alors, ma première question, elle est très simple. Est-ce le livre d'un philosophe ou est-ce le livre d'un proche qui accompagne avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de sensibilité son épouse Annie, dans la mesure où le livre est extraordinairement bien fait? Il y a le philosophe, spécialiste de philosophie anglaise, anglo-saxonne, qui va solliciter les grands auteurs, Locke. Et je vous ai posé la question hier en disant, peut-être que le soir, désespéré, vous rentrez chez vous. Alors je dis, peut-être que vous sortirez un livre
nous, on a été auprès d'une philosophe qui était atteinte de la sclérose latérale amyotrophique, qui était une spécialiste de Spinoza. Et il y avait juste à portée de sa main l'éthique de Spinoza. Et jusqu'au dernier moment, et c'est d'ailleurs très émouvant, elle a annoté, tant qu'elle pouvait le faire, l'ouvrage. Et elle dit, j'ai vécu autre chose avec Spinoza, du fait de l'expérience que j'avais d'une maladie, qui n'était pas qu'une expérience de la maladie, mais une expérience existentielle. Donc ma première question, si je me permets de la poser, c'est est-ce un livre de philosophe? Est-ce qu'on peut rester philosophe quand on est confronté à ces réalités qui remettent en cause toutes les valeurs, les concepts qui étaient votre quotidien au niveau de l'enseignement de la philosophie à l'Université de Nantes? Et puis, dernier point, est-ce qu'au contraire, la confrontation à l'énigme d'une maladie comme la maladie d'Alzheimer ne rend pas précisément philosophe? Je vais vous répondre de la manière suivante. Je vais voir très régulièrement mon épouse. Certains soirs, je n'ai pas le moral. Et je me dis, mais tu surréagis. Et par conséquent, pour essayer de contrôler l'affect, je me suis obligé à décrire avec autant d'exactitude, autant de justesse, ce que j'avais pu observer l'après-midi, tant chez mon épouse que dans l'unité. Elle est dans un établissement qui n'accueille que des personnes désorientées, que dans l'unité où elle se trouve. Un effort de justesse du regard, et par conséquent un effort de justesse du sentiment, si c'est possible. Et engageant cet effort de justesse, tout naturellement, j'ai un passé de professeur de philosophie, les questions philosophiques qui sont attachées à cette maladie, qu'il s'agisse du rapport du corps et de l'âme, du corps et de l'esprit, de la question de l'identité personnelle, de la personne commune et de la personne individuelle, etc., ces questions philosophiques sont apparues. Par ailleurs, si je n'avais pas le moral, c'est par un sentiment d'impuissance face à la maladie, une maladie aussi puissante. Que faire? Je n'ai pas trouvé la réponse. Et par conséquent, à défaut, je me suis posé la question, que penser? À défaut, en un sens, je fais de la philosophie. Dans quelques minutes, Jacques Ricot va rajouter sa propre lecture, sa propre interprétation, en sachant que d'habitude il fait des longues conférences et ça ne sera pas de nous faire une conférence en direct, puisqu'on est surtout là pour vous écouter. Mais une question que je me suis posée. Donc, quand vous regarderez l'ouvrage, qui est vraiment un ouvrage lisible, je veux dire, c'est un ouvrage de philosophe, mais extrêmement accessible. Vous avez la partie philosophique, et puis la partie, j'allais dire, immersion sur le terrain, c'est-à-dire vous raconter ces visites à Annie, et vous parlez d'ailleurs d'une manière très remarquable de ce qu'est la réalité de ces établissements. C'est un établissement un peu d'exception, on peut le dire, qui est quand même un lieu où on accueille, avec un souci de l'autre. Puis vous dites à un moment donné, vous avez l'impression que ce sont des personnages de théâtre qui chaque jour un peu renouvellent la pièce. Mais vous avez évoqué cette notion de pensée, même de devoir, l'urgence de penser quand on est confronté à ces réalités. Une question que je me suis posée, est-ce qu'on peut tout penser? C'est-à-dire, vous allez très loin dans la pensée, et votre pensée interroge l'identité de la personne, son existence, voire à un moment donné, je me permets de vous le dire, la justification même de l'existence de ces personnes. Donc vous nous laissez entendre qu'on peut s'interroger si elles sont encore du côté des vivants ou si elles sont autre part, et si finalement l'accompagnement de ces personnes, la relation a encore du sens puisqu'il n'y a plus de réciprocité. Et donc je vous pose cette question, moi qui depuis des années essaie de comprendre les réalités de la maladie d'Alzheimer sans être le proche de quelqu'un atteint de cette maladie, je me dis il y a un moment donné où la pensée doit dire stop, c'est un petit peu la même chose que je dis sur le débat sur l'euthanasie, c'est bien de penser, c'est bien d'avoir de la rationalité par rapport à des questions, à un moment donné on doit dire il y a une énigme et on reste, j'allais dire, prudent pour ne pas aller jusqu'au bout du raisonnement. Et quand on va au bout de votre raisonnement qui est remarquable,
qui est un peu dangereux d'ailleurs, tellement il est juste, enfin je dirais il est fin, il est sensible, il est intelligent. On se dit, mais à quoi bon accompagner ces personnes dans ce que vous pouvez laisser apparaître à un moment donné comme une défaite de l'existence, comme un échouement, puisqu'à un moment donné, vous parlez de votre femme qui a, d'une manière itérative, un petit peu cette espèce qui grippe son fauteuil roulant, etc. Où est son humanité? Vous le dites un peu. Où est notre humanité? Où est notre relation? Qu'est-ce qui reste de nous deux, en substance? Donc, est-ce qu'on peut se permettre de tout penser comme vous le faites? Je ne pense pas que je pense tout, parce que si je pose des questions, ben, j'ai un devoir d'y répondre. Maintenant, quelle est la valeur de ma réponse? Elle vaut ce qu'elle vaut, et somme toute, c'est vous qui me le direz si jamais vous lisez cela. Je crois qu'on ne peut pas tout penser. Cette expérience que je vous ai lue, ce paragraphe que je vous ai lu, c'est pour moi l'expérience du mal. Alors vous allez me dire que j'exagère, que je fais de la métaphysique, et que, faisant le philosophe, je reprends une situation personnelle difficile dans une sorte de conflit fondamental entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Mais c'est l'expérience du mal. Si vous avez tous vu cette image de l'enfant syrien sur la plage, ça aussi c'est l'expérience du mal. Pourquoi? Mais parce que l'enfant, il est abandonné, il a une position d'abandon, comme si il était encore vivant, alors qu'il a la tête dans l'eau. Autrement dit, il est mort. Mais ce que vous avez envie de faire, et cela sans être exalté, mais vous avez envie de le prendre dans les bras, de lui dire, mais écoute, t'en fais pas, ça, mais non, je suis là. Et le mal, c'est ça, c'est le conflit de la vie et de la mort. Le processus d'Alzheimer est un processus de mort, et ça peut durer très longtemps. Et de mort dans la vie, c'est une maladie ontologique. Si j'ai des problèmes cardiaques, c'est une affaire de tuyauterie. On me met un stent et le sang passe de nouveau dans les coronaires. C'est une affaire de tuyauterie. Alzheimer, ce n'est pas une affaire de tuyauterie. Ce n'est pas simplement une affaire de réseau neuronal. Alzheimer, cela se traduit par ce passage de la présence à l'absence. Et dans ce que j'ai lu, l'expérience qui est mienne, et si j'essaye de ne pas tricher, c'est un processus momentané d'anéantissement. Alors, on peut me dire, mais non, il reste quelqu'un. La question que je me suis posée au terme, c'est devant qui suis-je? Il y a un instant, j'avais l'impression d'être en relation avec mon épouse, et puis l'instant suivant, devant qui suis-je? Et je dois dire que je me suis enfui. C'est pourquoi j'aime pas le mot accompagnement. Parce qu'on n'accompagne pas. C'est un euphémisme, ou c'est un mot consolateur, ou c'est un mot hypocrite. Et si je disais je suis un accompagnant, à ce moment-là, je ne suis pas un accompagnant. Et donc, devant qui suis-je? Et il faut que je réponde. Alors, je peux raisonner, et c'est souvent la manière dont on raisonne, qui est une manière consolatrice, qui est de dire « Ah, mais vous êtes devant votre épouse. » C'est vrai. Je l'identifie sans problème. Après plus de 50 ans d'existence commune, je n'ai pas de problème pour l'identifier. Mais la reconnaissance, ce n'est pas l'identification. Pour me faire comprendre, il y a ici des jeunes et des moins jeunes.
j'espère que vous avez été amoureux au moins une fois dans votre vie. J'espère qu'au moins une fois, vous avez eu le coup de foudre. Et je peux représenter la scène, j'ai 20 ans, je suis invité à une soirée, j'arrive au milieu de la société qui est réunie, et qu'est-ce que je vois ? Elle. Et je dis, c'est elle. Je l'aurais reconnue entre mille. Or, je ne la connais pas. C'est la première fois que je la vois. Donc, ma reconnaissance n'est pas fondée sur une connaissance antérieure. C'est elle. Bon. Je pense que tous ceux qui ont vécu cela, alors vous le dites immédiatement à l'ami que vous avez le plus cher et qui vous demande immédiatement, mais qui c'est ? Oh, c'est elle. Bon, qui c'est ? Tu ne connais même pas son nom. Tu ne lui as même pas parlé. Oui, mais c'est elle. Mais qui c'est ? Alors vous finissez par dire, elle est blonde ou elle est brune. Vous commencez à donner des détails, d'abord externes, et puis au fur et à mesure que vous allez approcher elle, vous allez pouvoir compléter votre connaissance. Mais la connaissance vient après la reconnaissance. Vous avez commencé par dire, c'est elle, je l'aurais reconnue entre mille. Je suis devant mon épouse dans ce petit épisode. Je la connais, mon épouse. Je l'identifie parfaitement. Je la reconnais au sens où je l'identifie. Mais est-ce que je peux dire, c'est elle ? Alors, on peut me répondre, mais écoutez, quand même, bon, c'est votre épouse, vous le savez, et puis de toute façon, vous êtes devant un être humain. Oui, hier, Aristote était évoqué lors d'un exposé et l'orateur rappelait les 4 âmes d'Aristote. Mais si je reprends le détail, âme sensitive, la nutrition, il faut nourrir à la cuillère mon épouse. Parfois, il faut approcher la cuillère de la bouche pour qu'elle ouvre la bouche. L'âme animale, sensitive. On dit souvent, ah oui, les facultés cognitives sont atteintes, mais reste la sensibilité. Mais pardonnez-moi, mon épouse ne sent plus rien dans la partie inférieure de son corps. Vous pouvez la pincer, la brûler, rien. La proprioception, c'est-à-dire la perception qu'elle a de son propre corps, est manifestement défectueuse. Et si on veut essayer de la toucher, il faut la toucher par le bout des doigts et par le visage. Et ça ne marche pas à tous les coups. Alors, l'âme locomotrice que l'orateur d'hier avait oubliée, manifestement, elle est grabataire, donc il n'y a plus de locomotion. Et puis l'âme rationnelle, les facultés cognitives sont manifestement atteintes. Donc, si on me dit, oui, mais c'est un être humain, mais pardonnez-moi, mais je ne retrouve pas les caractères ordinaires de l'être humain. On me dit, c'est une personne, mais le propre d'une personne, c'est d'être consciente et d'avoir conscience et volonté. Et pourtant, il faut que je parvienne à dire, c'est elle, ne serait-ce que par l'affection que je continue de lui porter. Alors, je me suis souvenu, dans mes réflexions, et c'est la preuve que ça vaut la peine d'avoir fait du latin, je me suis souvenu d'une phrase de Pline l'Ancien. Pline l'Ancien parle des bienfaits de l'Empire romain. Et vous savez ce que faisaient les Romains, ils commençaient par combattre les Espagnols ou les Gaulois, et puis une fois l'Espagne ou la Gaule pacifiée, ils finissaient par les faire citoyens romains. Et Pline a cette phrase remarquable, dare homini humanitatem, donner à l'homme
son humanité. L'humanité, ce n'est pas quelque chose qui est là, hein, et qui éventuellement serait caché dans les cas extrêmes. Ce n'est pas quelque chose qui est là. L'humanité, c'est quelque chose que l'on donne. Il faut rendre humains les hommes. Et par conséquent, devant mon épouse, dans cette circonstance, c'est ce que je me suis dit après, pas sur le moment puisque je me suis enfui, je me suis dit, mais comment lui donner son humanité ? Michel Malherbe, alors vous voyez déjà à travers cette intervention toute l'épaisseur et tout le côté, j'allais dire, problématique qui est soulevé et qui peut-être ne pouvait être soulevé que par un philosophe d'une certaine manière. Alors avant de donner la parole à Jacques Ricot, qui devra intervenir peut-être sur la partie la mort, puisque votre sous-titre c'est la vie, la mort, la reconnaissance. Bien. Il y a beaucoup plus d'ailleurs dans le livre, quand on le lit, de mon point de vue, des questions autour de la mort, ou de la non-vie, ou de l'absence de la vie, toutes ces questions en quelque sorte tortueuses, en tous les cas qui, on l'a compris à travers votre intervention, vous questionnent. C'est plutôt ce côté-là qui est abordé. Mais j'ai une autre question à vous poser. Vous dites effectivement, ma femme, Annie, et vous en parlez avec beaucoup d'humanité, parce que ce qui est un peu paradoxal, si vous voulez, c'est que tout ce que vous en dites au niveau de la description de sa vie au quotidien dans cet établissement est de l'ordre de la vie, et même de l'ordre d'une relation dans la vie, c'est-à-dire la relation n'est pas rompue, c'est-à-dire effectivement, il n'y a... Non mais je me permets juste de vous lancer sur cette question, comme vous citez beaucoup Lévinas, vous avez évoqué la question du visage, vous m'avez dit hier que vous avez même revisité Lévinas, Lévinas qui est un des philosophes parmi les plus cités par nos étudiants qui sont des professionnels. Il y a Ricoeur, il y a Lévinas, il y a Heidegger, enfin, mais lui probablement arrive, j'allais dire, au top 50. Donc la question que je me permets de vous poser, elle est double. Quel est le sens de vos visites, puisque vous restez fidèle, et j'allais dire loyal par rapport à une histoire qui a certes un passé étrangement un peu révolu, mais qui se continue avec l'histoire présente, puisque vous continuez à aller lui rendre visite. Vous parlez de cet établissement avec des professionnels remarquables, vous le dites, avec aussi celles et ceux qui vivent autour d'elle, qui ont aussi une réalité, même si elle est surprenante. Vous vous dites même à un moment donné, c'est très beau, parce que je me permets de vous dire, c'est un philosophe qui écrit très bien. Vous savez, il y a des philosophes qu'on n'arrive pas à lire, et là, c'est quasiment du roman. Il y a des scènes passionnantes, il y a des enfants d'une école qui viennent faire un espèce de charivari dans cet établissement où chacun a un petit peu son rôle et chacun est un peu confronté à des réalités inattendues et un peu bouleversé dans ses repères. Bref, ces dérangements vous permettent même de voir des gens. Il y a des personnages quasiment féliniens dans l'ouvrage. Il y a le dragueur avec ses petites moustaches. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je veux dire, il n'y a pas que le côté philosophique, il y a vraiment une description. Donc la question, où vous situez par rapport à la relation? Et deuxième point dans cette question, où vous vous situez par rapport à cette responsabilité? Parce qu'à un moment donné, vous suggérez que vous fuyez par rapport à une réalité qui est trop dure à accepter. Pourtant, vous restez fidèle, vous restez continu. Et je pense que dans votre livre, vous le dites, et les professionnels le disent aussi, notre présence, elle a quand même du sens. Même si on ne va pas au bout de chercher à comprendre quel est le sens, il y a un engagement, il y a une manière d'être présent à l'autre, et peut-être de lui donner une présence, de fait, ne serait-ce que parce qu'on est là pour le voir et pour l'écouter ou pour être attentif. Voilà la question. Ensuite, Jacques Ricot, il va vous relancer, j'imagine, sur une question sur vie ou mort, fin de vie. Je ne suis pas inductif. Alors, on dit souvent, bon, dans cet épisode, on peut me dire, elle est absente, mais vous êtes présent. Je disais, c'est faire l'expérience du mal. Une dimension de cette expérience du mal, c'est que cela détruit la relation. Moi, je ne sais pas comment faire pour être présent quand l'autre n'est pas présent. La présence est toujours une coprésence. Alors, la présence de l'autre peut être très atténuée. Peut-être que les signes de sa présence il faut les détecter, mais il faut cela. Si la présence n'est pas une coprésence, alors la relation est détruite. Bien évidemment, on essaye de renouer la présence. Ce qui fait que
quand on essaye de renouer la relation, la difficulté, c'est qu'il faut renouer la relation, mais en même temps restituer l'autre. Alors, le discours de Lévinas dit, à mon sens, c'est un discours mystique, dit, mais l'autre, dans sa nudité absolue, le visage, hein, dans sa faiblesse absolue, et dans mon exemple, c'est un cas caractéristique, l'autre se manifeste et est une invitation à une relation éthique. Oui, mais comment l'absence se transmute-t-elle tout à coup en présence? On me dit l'autre, regardez l'autre, acceptez-le dans sa différence, et son absence va se transmuter en présence. Pour moi, ça ne marche pas. Pour moi, ça ne marche pas. Et c'est à moi le travail, enfin une partie du travail. Il faut que, d'une façon ou d'une autre, je restaure la relation à mon épouse et en même temps que je restaure mon épouse dans la présence. Alors, vous allez me dire, mais comment faire? J'ai repris une idée qui est ancienne, qui est celle de l'estime. De l'estime. Je vais prendre un exemple. Je me suis posé la question, mon épouse est toujours souriante. Elle est à ce point souriante que le personnel dit c'est un problème parce qu'on ne sait pas quand elle souffre. Bon. J'ai réfléchi là-dessus. Et je me suis dit, mais ce sourire qu'elle conserve, c'est quoi? C'est de la stupidité? Enfin, je veux dire, au sens littéral du terme. Hein. C'est de la stupidité, c'est la manifestation de la maladie. Ou est-ce de la sérénité? Alors, si j'estime mon épouse, je penserai que c'est de la sérénité. Et en pareille circonstance, si je dis c'est de la sérénité, je l'estime mieux, je l'admire. Ce n'est plus de la pitié, ce n'est plus de la compassion, je l'admire. Et le propre de l'estime, c'est que la personne qu'on estime, on la pose comme étant plus grande que soi-même. On l'estime non seulement au-dessus d'elle-même, mais on l'estime au-dessus de soi-même. On l'estime au-dessus de soi-même. Alors, simplement, quand on estime quelqu'un, il y a une exigence. Celle dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il y ait une réponse. Si faible soit-elle. Et si j'avais un conseil à donner au personnel soignant, ce serait le suivant. C'est, dans une démarche auprès des résidents ou des patients, c'est de toujours exiger une réponse du résident ou du patient. La réponse vient ou ne vient pas, échec. Elle vient, ben ça y est, la relation est recréée. Alors, pourquoi cela? Parce qu'il y a des moments où ça ne revient pas. Échec. Pourquoi continuer? Pourquoi être fidèle? Pourquoi être fidèle? Eh bien, parce que cela est juste et bon. Alors, si vous me demandez, mais qu'est-ce que c'est que la justesse ou la justice? Qu'est-ce que c'est que la bonté? Bon, il faut plus qu'une vie de philosophe pour répondre à cette question. Cela dit, je sais ce qui est injuste et ce qui n'est pas bon. Vous voyez que, quand je vous ai dit en introduction, on va faire notre journée spéciale avec des philosophes. Et il y en a, hein, Jean-Philippe Pierron, il y a des philosophes qui veulent discuter avec vous, puisque vous avez un objet, évidemment, à travers votre livre, qui se discute. Je donne la parole à Jacques Rigaud, mais juste pour préciser que si vous lisez Lévinas, quand il parle de l'assignation à l'autre, ce n'est pas la demande de l'autre qui fait qu'on est responsable de l'autre. Et c'est une responsabilité chez Lévinas qui peut être sans réciprocité,
puisqu'il parle même de l'absence de gratification. Ce n'est pas de la gratuité, c'est au nom des valeurs d'humanité. Donc vous avez une très belle lecture de Lévinas. Nous, notre lecture éthique de terrain, avec des professionnels qui n'attendent pas la preuve, autant, j'allais dire scientifique, que la personne est en capacité d'écouter à tout moment et en capacité de décider. Mais la posture du professionnel qui va proposer à une personne, c'est-à-dire qui va la confronter à du choix, c'est-à-dire qui va la reconnaître, et la personne le ressent dans cette attention portée à elle, c'est pas en termes elle a décidé ou elle n'a pas décidé. Et j'avais beaucoup été impressionné par des formateurs qui s'occupaient de personnes polyhandicapées et qui disaient lorsqu'on sert le repas, effectivement, on peut imposer à des gens qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe, ou le yaourt, tout ceci, cela. Et ils disent, ces gens, pour nous protéger, nous en tant qu'humains, et pour être toujours dans une relation avec des humains, on prend le temps de proposer à la personne, c'est quasiment une thérapeutique pour nous, pour rester du côté de l'humain. Et quand dans un EHPAD, effectivement, une soignante va passer 1 heure à essayer de discuter, en tous les cas à trouver le signe, le signal chez la personne qui aura plutôt envie de la robe jaune ou de la robe rouge, je dis qu'il y a des valeurs d'humanité qui engagent au-delà de l'EHPAD et au-delà de la relation singulière qu'un proche. Et je trouve que c'est ça qui va être intéressant dans votre ouvrage, puisque derrière la situation d'Annie, enfin je veux dire, qui est emblématique d'une situation, d'une réalité existentielle, c'est toute notre conception du monde, de l'univers. On nous parle beaucoup de valeurs aujourd'hui, et on l'a évoqué, puisque vous avez suivi l'université depuis hier, ces professionnels qui s'occupent de personnes, par exemple atteintes de la maladie d'Alzheimer à un stade très évolué. On pourrait très bien dire, mais ce que vous faites n'a pas de sens, à quoi bon ? Et on pourra demain, et c'est dans des textes déjà, dire mais est-ce que leur existence même est justifiée? Est-ce que ces structures sont justifiées? Et donc ce qui est intéressant, parce que vous allez très loin dans un raisonnement extrêmement fort, subtil encore une fois, argumenté d'un point de vue philosophique, c'est que vous nous placez devant une responsabilité qui est très proche. Vous avez cité un peu Fiat tout à l'heure, moi je citerai Fabrice Zil, qui dit aujourd'hui on a un devoir de résistance. Parce que vous le dites en philosophe, mais malheureusement, il y a des politiques aujourd'hui, au niveau des choix, qui se disent mais à quoi bon tout ça? C'est pas de la perte d'énergie, c'est pas de la perte d'argent. Je me permettais, mais répondez pas de suite, parce que vous allez répondre en 2 temps. Jacques Ricot, il est déjà dans la fournaise, parce qu'il a envie de s'exprimer. Alors oubliez que c'est un spécialiste des soins palliatifs, parce que ça serait péjoratif de lui dire qu'il va parler que de cette question, mais néanmoins, comment tu as lu l'ouvrage? Merci de me donner la parole alors que je venais simplement en suppléance d'un retard que c'est le danger quand on assiste à l'université d'été, il y a des moments impromptus et on est saisi. Là, on ne s'y attendait pas. Que je craignais plus loin et franchement, on pouvait très bien se passer de moi. Puisque le micro m'est quand même donné, je précise dans la présentation que tu as voulu faire de moi que j'appartiens au groupe nantais d'éthique dans le domaine de la santé, qui est la première structure ici importante et qui a organisé quand même depuis 15 ans beaucoup de choses, en particulier une bonne dizaine de journées, bref. Alors donc, Michel m'avait fait l'amitié et la confiance de me confier son texte avant publication, et c'est pourquoi j'ai de l'avance sur beaucoup ici, puisque je l'ai lu en entier, et que, invité à donner mon sentiment, je dirais qu'il faut le lire, même si pour les non-philosophes professionnels, il peut y avoir, malgré ces qualités d'écriture qui ont été soulignées par Emmanuel tout à l'heure, il peut y avoir des difficultés. Mais vraiment, il ne faut pas se laisser rebuter par cela. Parce qu'il y a de toute façon, en contrepoint, à chaque fois qu'un philosophe est utilisé, travaillé, il y a la visite, ce que tu appelles la visite, et qui est vraiment pour moi ce que j'ai lu de plus fort, de plus juste, de plus réussi, et j'ose le mot, de moins gnangnan. Parce que le problème de toutes ces questions que nous posons ensemble, c'est, à force d'être optimiste, d'oublier qu'il y a ce que Michel vient d'appeler un mal, une souffrance devant ce mal, et une énigme et un mystère. Alors, je ne parlerai pas de problèmes de fin de vie, je ne parlerai pas de ce qui est mon objet habituel. Sur la table, vous trouverez mon dernier petit travail sur la question du suicide assisté et toutes les problématiques redoutables qu'il y a derrière tout ça. Mais je voudrais simplement dire que chez Michel Malherbe, il y a cette idée que je ne sais pas ce que c'est qu'un humain, mais je lui donne l'humanité. C'est l'expression d'ailleurs que tu as utilisée tout à l'heure, je lui donne l'humanité. En ce qui me concerne, je ne dirais pas exactement je lui donne mon l'humanité, parce que c'est bien parce que, j'allais dire ontologiquement, sans que je sache pourquoi, c'est un humain,
que je l'honore d'une manière qui fait que je ne lui restitue pas une humanité que sans moi il aurait perdue, non, c'est pas vrai. Mais j'honore cette humanité. C'est tout ce que je pourrais dire. Mais la donner, ça pourrait presque vouloir dire, je pourrais la lui enlever. Ah non, et justement, ce n'est pas du tout ton propos. Et pour finir, sans encombrer, je voudrais justement lire les dernières lignes que tu n'as pas lues. Et j'avoue que moi qui lisais cela comme un roman policier, je me disais, mais où est-ce que ça va finir? Comment ça va finir? Alors, moi j'ai une épouse qui lit toujours les livres en lisant les dernières lignes. Elle a tort. Elle a tort. Mais là, je vais le faire pour vous. Et moi aussi, je continuerai. C'est Michel qui parle. Visite après visite, sans attendre de succès, je continuerai par la force de l'habitude et avec l'élan désespéré d'une nouvelle espérance. Chaque jour ranimé, chaque jour déçu. Je continuerai en lisant la revue à l'envers, impuissant à saisir le sens, mais lisant toujours. Moi aussi longtemps qu'il le faudra, jour après jour, et peut-être des mois et des années durant, je garderai le courage de lui dire en la quittant « à demain ». Je lui dis « à demain », et elle répète en souriant « demain ». Je crois qu'il faut que l'on sache, nous autres, même si j'accompagne mon propre père qui est atteint d'Alzheimer, nous taire devant de telles expressions qui disent tout, qui disent à la fois « ne nous racontez pas d'histoire, c'est trop facile », la consolation, Michel refuse cette consolation. Il va jusqu'à refuser Lévinas, et je savais bien que ça ferait bondir un petit peu mon ami Emmanuel. Mais refusant ces consolations, son livre est très décapant et en même temps plus qu'émouvant. Il est dans la justesse de la réponse qu'un homme doit faire à un autre homme, et je dirais qu'une société doit faire aussi à tous ceux qui sont diminués à un point qui est évidemment désespérant. Mais justement, cette dernière phrase, il y a de l'espérance. Alors, je sais que tu n'es pas conscient, puisque non, tu es... certainement pas. Certainement pas. Et pourtant, quelque chose du devoir. Non, c'est pas un devoir. Tu le dis dans ton livre. Sauf vraiment quand il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous savez, il y a des moments où, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je ne vis pas sous l'impératif catégorique en permanence. Sauf dans des cas extrêmes. Effectivement, il y a des cas extrêmes où il ne reste plus pour inspirer l'action que l'obligation. Il faut. C'est pas ça. Jacques n'a pas lu ce qui précède. Ce qui précède, c'est... Non, ce qui précède immédiatement. Je m'explique. Je lirai le texte à l'envers, disais-je, me concernant. Mais c'est suite à un petit épisode où je trouve mon épouse, qui a été enseignante, je la trouve en train de lire. Elle tient une revue, elle semble très intéressée, elle me regarde pour qu'elle tourne elle ne tourne pas la tête. Pour être vue d'elle, il faut entrer dans son champ de vision. J'entre dans son champ de vision, elle me regarde en souriant, la revue est à l'envers. Et je me suis dit, mais enfin c'est quand même formidable que une personne qui a certes un passé, un enseignant, qui a lu, soit encore capable de transformer ce qui est peut-être un acte réflexe, conservé de son passé, en un acte positif de lecture. Alors d'accord, elle lit à l'envers. D'accord, elle n'a plus l'intelligence des mots, parce qu'elle n'en a plus la mémoire. Elle n'a plus l'intelligence des mots, mais elle lit. Et donc elle continue. Et donc elle participe, je cite une phrase de Sénèque, toujours le latin, bravo le latin, je cite une phrase de Sénèque où Sénèque dit « l'humanité se conserve par-delà la naissance
et la mort des hommes. Et c'était un bel exemple de continuité. Mon épouse participait à l'effort des lettres, d'une manière extrêmement modeste, d'une manière presque dérisoire, mais elle assurait la continuité des lettres. Alors, le plus que je puisse faire, enfin je veux dire, le moins que je puisse faire, c'est moi d'essayer de continuer et de dire à demain. Alors avant de dire à demain au public qui est ici et qui va lire votre livre, de demain, ça sera vraiment de découvrir l'ouvrage. J'ai une question évidemment qui va un peu vous surprendre, puisque vous avez écrit votre livre et moi je l'ai lu. C'est une question qui me permettrait de connaître le message que vous irez adresser à des professionnels qui sont ici dans la salle. Donc votre livre est extrêmement juste, hein, Jacques l'a bien dit. Il est d'une précision, j'allais dire, de scalpel de chirurgien, quasiment, quand je dis, il est intransigeant comme livre, hein. Il est d'une volonté, il a fallu pouvoir l'écrire, parce que j'imagine, pour quelqu'un qui est proche, qui va voir sa femme Annie régulièrement, arriver à écrire ce que vous avez écrit, c'est un acte de courage philosophique, c'est pas une réflexion métaphysique, c'est quelque chose de très incarné, de très synchronisé. Alors là, vous avez des professionnels qui participent à l'université d'été. Demain, ils se retrouveront dans leurs établissements, dans leurs services, dans leurs EHPAD. Ils ont envie. Ce qu'ils font, ils le font par rapport à des valeurs fortes. Les personnes qu'ils rencontrent au quotidien, peut-être quand ils liront le livre, ils ne comprendront pas exactement pourquoi vous avez eu ces interprétations, puisque ça ne collera pas avec leur expérience. Si vous aviez un message de philosophe à leur adresser, est-ce que c'est un scepticisme absolu qui remet en cause le sens, la signification de leur engagement au quotidien, ou c'est faites malgré tout, c'est-à-dire votre rôle, c'est pas de vous poser ce type de questions métaphysiques et de faire de la philosophie transcendante, mais faites une philosophie incarnée, de l'éthique appliquée au quotidien, en sachant que vous avez affaire à des humains. Et puis, dernier point, quelles valeurs de l'humanité ils engagent dans leur acte au quotidien. C'est-à-dire, nous, on a le sentiment, quand on va à la rencontre de professionnels, qui tiennent véritablement des positions d'humanité, qui, s'ils lâchaient, s'ils cédaient, là où la société cède, c'est une certaine conception du monde qui s'effondrerait, une certaine barbarie qui reviendrait. Et dans votre ouvrage, qui est quand même aussi à une dimension politique, hein, même si c'est une approche individuelle, on a quand même le sentiment que si demain, effectivement, il n'y a plus de demain, c'est-à-dire si vous n'allez plus voir votre femme, il y a quelque chose qui se casse, et d'une certaine manière, je suis un peu provocateur, c'est comme si vous attestez du fait qu'elle est morte, d'une certaine façon, voire comme si vous étiez, excusez-moi, c'est pas lévinassien, mais un peu son assassin, c'est-à-dire complice de sa mort. C'est-à-dire que vous êtes dans la fidélité de votre engagement au quotidien, à tenir un fil, une lueur de quelque chose qui peut être de l'espérance, et vous savez que si vous vous abandonnez, c'est quelque chose qui s'effondre, il n'y aura personne d'autre pour le faire à votre place. Assurément, mais je voudrais répondre à la première partie que dire à des professionnels. Moi, d'abord, je voudrais dire que j'ai vu des professionnels admirables. C'est un métier extraordinairement difficile. Je parle du personnel soignant, hein, dans un établissement comme cet établissement. Je vais vous raconter un épisode. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. Vous savez qu'une des conséquences de la maladie, c'est la dénutrition. Il faut impérativement nourrir les résidents, les personnes, les patients, même si ça a du mal à passer ici. Hein. Et c'était une dame dans son fauteuil roulant, mais en position semi-couchée, et avec, vous savez, les professionnels ici présents identifieront immédiatement, je pense que ma description est juste, on a l'impression qu'ils dorment, mais ils ne dorment pas. Ils ont les yeux fermés, mais quand ils les ouvrent, manifestement, ils ne sortent pas du sommeil. Et donc, il y a une jeune aide-soignante qui s'approche d'elle, et avec une gentillesse extrême, une sollicitude qui n'était pas de commande, elle lui parle
elle lui passe sa main dans les cheveux pour essayer de la faire sortir de cet état de, je ne sais pas comment dire, d'absence. Rien. Sans effet apparent. Alors, elle fait ce que, puisque c'est une bonne professionnelle, elle fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire elle approche la cuillère de la bouche et puis elle cogne les lèvres ou les dents. C'est le modus operandi. Ça déclenche le réflexe. Puis une fois que la première bouchée est prise, ensuite c'est plus facile. Question. Quel a été le facteur qui a permis d'obtenir que la patiente ouvre la bouche et se nourrisse? C'est la sollicitude ou c'est la cuillère? Je pense que ce sont les deux. Je disais, il faut exiger une réponse. Je pense que l'aide-soignante exigeait une réponse de la patiente. Je rapporte la chose à la maîtresse de l'unité, à la responsable de l'unité, qui me dit « Oui, je sais, je fais attention. Je fais attention à ce que ne se crée pas entre l'aide-soignante et la patiente un lien trop fort. De telle sorte que la patiente, au moment où l'aide-soignante, ce n'est pas ses heures de travail, a affaire à une autre aide-soignante, ne refuse pas. Et de façon aussi que l'aide-soignante ne s'attache pas, ou ne s'attache pas trop. Et quand cette vieille personne est décédée, l'aide-soignante en a souffert. Alors, si je peux donner un conseil, je répète le conseil que je donnais. Si vous voulez que le soin ne se transforme pas en assistance, en simple assistance, exigez le retour. Même si cela échoue. Et il faut recommencer. Et il faut répéter l'exigence. Et il faut redemander au patient ou à la patiente, ouvre la bouche. Merci Michel Malherbe de cette, on peut l'applaudir aussi. Faites-le. C'est une leçon de philosophie, comme on les aime en fin de compte, c'est-à-dire très engagée, très incarnée. Vraiment, lisez l'ouvrage. Je pense que la prochaine université d'été qui aura lieu à Bordeaux, on commencera aussi par une approche philosophique. Merci aussi à Jacques Ricot. On n'en dira pas plus. Je pense que les personnes qui ont suivi le début de cet entretien jusqu'à maintenant ont vu qu'il y a des enjeux de fond. Il faut oser poser ces questions. Je ne suis pas sûr qu'il faut les poser seuls. Et je trouve que dans des structures d'éthique, notamment dans les établissements, c'est des questions qui peuvent être partagées. Je pense que le livre est tellement bien écrit, quand Jacques il mettait un petit peu en garde sur le côté c'est philosophique, il y a des parties effectivement philosophiques, mais aussi claires que les exposés qu'en a fait Michel il y a un instant. Donc c'est extrêmement accessible. C'est pas universitaire dans le sens avec des bas de page et j'allais dire tout un ensemble d'éléments qui nous perdraient dans le dédale en quelque sorte de considération. Et c'est impressionnant parce qu'il va à l'essentiel. C'est un livre extraordinaire et très dangereux. Voilà ce que je veux dire. Très dangereux parce que on le dit souvent pour des ouvrages, moi je ne suis pas chroniqueur littéraire, mais vous sortez quand même très différent. Il faut oser vivre ce que Michel vit et je pense qu'il faut oser l'écrire. Donc un immense